Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est 12 heures partout au Sénégal, l'heure du grand journal. Bienvenue à cette principale édition de la mi-journée. À la une de l'actualité, le déferment du maire de Dionewar au parquet financier ce matin. Lansana Sarr arrêté dans une affaire de trafic présumé de migrants. Vous entendrez le message de soutien de ses collègues maires du département de Foundiougne. Émigration irrégulière, des milliers d'enfants mineurs dans les centres d'accueil dans les îles Canaries, parmi eux 2000 jeunes Sénégalais. Climat des affaires au Sénégal, plusieurs investisseurs sénégalais et étrangers ont préféré aller dans d'autres pays où le climat des affaires est plus souple. C'est l'un des dossiers de ce journal. Nous évoquerons le divorce entre le Mali, le Niger et l'Organisation internationale de la francophonie, sans grandes conséquences selon le poète Amadou Lamine Sall qui invite les Africains à s'approprier davantage la francophonie. Et puis dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons de la protection judiciaire et sociale des enfants vulnérables à l'occasion du partage d'un rapport réalisé par la direction de la protection judiciaire et sociale. À la mise en onde de cette édition, Abdoulaye Diop. Souleymane Niang. Le maire de Dionewar, Lansana Sarr, a été déféré au parquet financier ce matin en même temps que 6 autres personnes. Il est poursuivi pour sa présumée implication dans un réseau de trafic de migrants. Son arrestation fait suite à l'interception de 241 candidats à la migration irrégulière le week-end dernier au large de Bassar, dans les îles du Saloum. Les maires du département de Foundiougne apportent leur soutien à leur collègue Lansana Sarr. D'après le maire de Toubacouta, ce dernier nie les faits qui lui sont reprochés et vit cette épreuve avec beaucoup de sérénité. Écoutons Pape Seydou Dianko au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. C'est mon frère, on est dans le même département, il est maire comme moi, il est mon collègue, il a des problèmes. Quand j'ai entendu le problème, j'étais parti là-bas le dimanche matin. J'allais le voir, je l'ai écouté, il m'a parlé. Et il m'a dit que tout ce qu'on l'accuse, ça se passe pas comme ça. Je lui ai dit, dis-moi la vérité parce que moi je veux connaître la vérité. Il m'avait dit, ça fait longtemps, quand les gosses ils ont des problèmes, j'ai pris des avocats pour le soutenir. Parce que c'est un maire. Un maire dans une vie, il est dans toutes les sauces. Mais dans la complicité des affaires, là, moi, je ne me l'engage pas parce qu'il ne m'a pas dit ça. C'est qu'il me disait tout le temps, à quand les gosses avaient des problèmes, il l'a appris. Mais dans l'enquête, comme s'il est dans les mains de la gendarmerie, on ne peut pas. Mais en tant que frère, en tant que maire, l'association des maires du Sénégal, avec le président Omar Ba, tous les maires du département de Foundiougne, on l'apporte son soutien. Et comment vit-il cette situation? C'est une situation phénomène qui apporte à beaucoup, même nous, dans les îles du Saloum, avec des îles de Pétenti, Posinka, on a tous des problèmes comme ça. Les gens qui venaient pour impliquer dans le vie. Et moi, je ne le fais pas jamais. Et comme il a le courage d'accompagner les gens de leur dire ça, mais c'est pas normal. On sait très bien qu'on l'encourage plus des bandits, des gens qui faisaient tout ça, des immigrations clandestines. Moi, je ne l'encourage pas. Mais comme il est accidentellement, il a un problème avec ça. Tout ce qu'on doit faire, on apporte nos soutiens jusqu'à preuve du contraire. On a des accusations. Il n'a rien encore fait. Il a accès à des accusations, il a nié les faits, donc on attend l'enquête. Émigration irrégulière, justement. En Espagne, ces chiffres, plus de 5000 migrants mineurs sont actuellement dans les centres d'accueil aux îles Canaries. Selon le journal espagnol El País, il s'agit pour la plupart de jeunes Sénégalais, au nombre de 2073, de Maliens et de Marocains. Amnesty International section Espagne révèle par ailleurs des cas d'abus et d'agressions commis par des employés des centres d'accueil en question. Anna Rocha. Ndeye Marie Wade n'a que 13 ans lorsqu'elle débarque sur les îles Canaries en octobre 2023. L'année du record des entrées à El Hierro. L'adolescente confie au journal El País ce qui l'a motivée à entreprendre ce voyage, elle, l'aînée d'une fratrie de 6 enfants. Contrairement à Ndeye Marie, Babacar Samba explique que c'est son père qui l'a poussé à prendre la pirogue pour allier l'Espagne. Comme Ndeye Marie et Babacar Samba, ils sont 5785 enfants et adolescents non accompagnés à séjourner dans les 82 centres d'accueil qui leur sont dédiés en Espagne. Ils sont majoritairement originaires du Sénégal, du Mali et du Maroc. Mais Amnesty International section Espagne dénonce un manque de protection et des mauvais traitements à l'égard de ces migrants de la part des travailleurs des 10 centres. Il s'agit par exemple de privation de nourriture, du retrait de leur abonnement de transport ou encore de la confiscation de leur téléphone portable.
4 enquêtes sont ouvertes par le parquet des îles Canaries pour agression et abus sur mineurs. Le fait est que la plupart des centres dépassent largement leur capacité d'accueil et le contrôle des services de protection sociale fait défaut. El País nous apprend par ailleurs que le gouvernement espagnol cherche à réformer la loi relative à l'immigration pour que toutes les régions espagnoles puissent elles aussi accueillir des migrants à l'image des îles Canaries, Ceuta et Melilla. 12h06 à Bakel, les habitants retrouvent un peu de sérénité après la neutralisation d'une bande de voleurs par les éléments de la brigade de gendarmerie. Elle écumait cette zone. Le fils du maire de la localité et son gang composé de 3 autres personnes s'introduisaient nuitamment dans les maisons par escalade ou par effraction pour voler. Tentative réussie notamment au domicile du préfet et chez son adjoint. Des motos avaient également été dérobées au domicile du coordonnateur d'une ONG française. Les malfaiteurs viennent d'être déférés ce mardi au parquet de Tambacounda pour entre autres vols multiples commis la nuit avec effraction et association de malfaiteurs. Information de notre correspondant Pape Ousseinou Diallo. Le député maire de Louga, Moustapha Diop, sera entendu cet après-midi par la commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de son immunité parlementaire. Il est cité dans l'affaire Tabaskingom. Cette dame inspectrice du Trésor est en prison pour présumé détournement de 700 millions de francs CFA. Moustapha Diop, tête de liste de la coalition Farlou, est député non inscrit à l'Assemblée nationale. RFM, la radio de toute l'actualité. Depuis hier, l'information d'une supposée convocation de l'opposant Ahmed Suzanne Camara circule. Le concerné dit n'avoir reçu aucune notification de la part de la DIC, convocation qui serait liée à des propos que la périste aurait tenus sur l'affaire Didier Badji et Fulbert Sambou. Selon Ahmed Suzanne Camara, ces propos partagés datent de 3 ans et si dans les prochaines heures les rumeurs devaient s'avérer, il ne déférerait pas à cette convocation. Le voici, Ahmed Suzanne Camara avec Koumba Sandiane Faye. Je l'ai appris aussi comme beaucoup de Sénégalais à travers les réseaux sociaux et à travers la presse. Maintenant, les gens appellent, les parents, les sympathisants, les camarades de parti, les camarades du syndicaliste. Bon, beaucoup de gens appellent, mais bon, je réponds comme je vous l'ai dit. Voilà, je suis chez moi sur la natte avec mon chapelet. Voilà, et j'ai pas reçu de notification, j'ai pas reçu de visite. Et on dit que c'est concernant l'affaire Didier Badji, Fulbert Sambou. Avez-vous tenu des propos allant dans ce sens? Oui, j'ai vu aussi en même temps, on a essayé de véhiculer des images, des vidéos qui montrent mes interventions sur la question. Oui. Mais ça date de 3 ou 4 ou 5 ans. Dans l'exercice du pouvoir du président Macky Sall. Par rapport à cette convocation, seriez-vous surpris de la recevoir, je dirais, dans les prochaines heures? Si je la reçois, si Ousmane Sonko ne répond pas, si Pape Alé Niang ne répond pas, je ne répondrai pas. Parce que dans les vidéos, j'ai cité Ousmane Sonko et Pape Alé Niang. S'ils répondent, je réponds. Notez sur votre agenda le mouvement Y en a marre en conférence de presse à l'instant. Aliou Sané et ses camarades vont se prononcer sur l'actualité politique nationale. Nous y reviendrons bien sûr dans nos prochaines éditions. La Fédération des syndicats de la santé, en pourparlers avec l'État. Une rencontre est prévue aujourd'hui avec le gouvernement pour tenter de trouver des solutions concertées dans le secteur de la santé. Mais la F2S avertit, pas question de bouger sur ce qui a déjà été paraphé. Chersek, secrétaire général du syndicat, des syndicats de la santé, était l'invité d'RFM Matin. Pour ce qui concerne la santé, nous avons constaté qu'il y avait un passif à régler. Le passif relève des accords qui avaient été signés par le gouvernement le 10 mai 2022, mais aussi le 29 décembre 2023. Donc pour nous, il n'en est pas du tout question que l'on revienne sur ces accords qui ont été déjà signés. La première des choses, c'est la généralisation de l'indemnité de logement. L'autre volet, c'est la régularisation et le recrutement du personnel de santé qui doivent être intégré dans la fonction publique.
ce qui est du domaine du possible. Le troisième élément, c'est la signature des décrets. En tout cas, et les décrets qui doivent être modifiés. C'est la signature du décret pour permettre aux techniciens supérieurs d'être reclassés à leur nouveau corps. Mais aussi, c'est le décret de l'INDSS, parce que ça fait presque 1 ou 2 ans, on n'a même pas ouvert de concours pour former des cadres et des spécialistes. Cela n'a pas été fait. Donc, l'autre volet, c'est dans d'autres secteurs, comme le secteur primaire qui est en lutte, vous avez vu, et ça va dans un cadre général même de la généralisation de l'indemnité de logement. Il y a le secteur de l'éducation où il y a 2 décrets qui avaient été promis d'être modifiés par l'État. Jusqu'à présent, les gens s'attendent. Mais il y a aussi les collectivités territoriales qui aujourd'hui sont dans des situations difficiles. Et sur ce point précis, nous demandons l'application de l'article 29 et de tout ce qui est lié aux dispositions que la loi permet pour en tout cas régler ce problème. En tout cas, bon, nous allons dans ces discussions. Mais le format qu'ils nous ont proposé, peut-être ils peuvent les changer, mais s'ils ne les changent pas, ça risque de créer des difficultés dans le cadre du suivi de ces discussions-là. De plus en plus de voix s'élèvent pour alerter sur une détérioration du climat des affaires au Sénégal, ce qui provoquerait une fuite des investisseurs, pour ne pas dire une fuite des cerveaux vers d'autres contrées, un détournement des investissements qui ne sera pas sans conséquences économiques. Un dossier de Nafissatou Silla. Aller vers des prairies beaucoup plus vertes, les investisseurs sénégalais n'hésitent même plus. Le constat est fait, d'abord en Guinée et puis en Côte d'Ivoire. Les chefs d'entreprise y trouvent bien leur compte. Cheikh Ahmed Tidiane Al Amin, évoluant dans plusieurs domaines économiques, dont remue-ménage de Mohamed Ali Mouba de ce dimanche, le confirme, et ce, pour plusieurs raisons. C'est vrai, il y en a qui commencent à aller voir dans la sous-région, qui présentent des niveaux de compétitivité beaucoup plus intéressants. Ah oui? Oui, en Côte d'Ivoire, pour l'industrie, vous avez votre coût d'énergie de l'ordre de 80 francs CFA, alors qu'au Sénégal, vous êtes dans l'ordre de 113, 120 francs CFA. En termes de législation du travail, c'est des pays aussi qui sont beaucoup plus flexibles que nous. C'est des populations qui sont beaucoup plus importantes, qui sont beaucoup plus consommatrices que ce que nous avons au Sénégal. Le pouvoir d'achat beaucoup plus élevé en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays qu'au Sénégal. Le producteur serait plus enclin à aller investir dans un pays comme la Côte d'Ivoire ou le Ghana. Cependant, pour lui, ce n'est pas une nouveauté. Bien avant cela, il y avait des industries qui avaient délocalisé. Je peux les citer, quelques multinationales, mais j'en connais, qui avaient des sièges à Dakar et qui ont délocalisé en Côte d'Ivoire. Ça, c'est bien avant même la situation qu'on vit actuellement, parce que déjà, la compétitivité n'y était pas. C'est que l'État est en train d'appliquer sa fiscalité de manière plus rigoureuse, ce qui met les entreprises dans une situation de pression fiscale plus importante. Et pour Souleymane Keita, professeur d'économie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, c'est parce qu'il y a moins de risques dans ces pays. La première raison, c'est les ressources naturelles et les opportunités économiques offrent ces pays-là. En offrant les meilleurs rendements, cela pour expliquer le détournement des investissements vers ces pays-là. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, les investisseurs nationaux, d'abord, sont réticents. Bon, peut-être qu'ils ont une certaine peur qui les permet pour le moment de ne pas investir. Mais ce détournement des investisseurs ne risque-t-il pas de porter préjudice à notre économie? L'économiste Souleymane Keita apporte cette réponse. Les relations internationales et les partenariats stratégiques entre les pays comme la Chine, la Turquie et les pays arabes peuvent influencer les flux d'investissement, que les pays là, comme la Guinée peuvent bénéficier de ces alliances avec ces pays-là. C'est au Sénégal justement de prendre en compte cette dynamique-là et de les intégrer justement, n'est-ce pas, dans une politique globale. D'abord, premièrement, pour rassurer les investisseurs nationaux. Pour nos acteurs, il faut que le Sénégal revoie sa copie et surtout favorise des conditions d'attractivité plus convaincantes. Évoquons maintenant les lenteurs dans les travaux de l'université Souleymane Niang qui alimentent le débat politique entre le pouvoir et l'opposition face à la série d'attaques des partisans de Farba Ngom, maire des Agnam, pour dénoncer la suspension des travaux de la région. Le secrétaire d'État en charge des coopératives agricoles apporte la réplique et livre toutes les dernières informations concernant la construction de l'université. Ali Bandelnian. Les attaques sont devenues beaucoup plus sévères depuis l'incarcération de Farba Ngom, le député maire des Agnam. La lenteur des travaux de construction de l'université Souleymane Niang de Matam, interprétée ici par une ferme volonté du nouveau pouvoir de sanctionner. Malgré les annonces du ministre de l'Enseignement supérieur, il y a en visite à Matam il y a quelques mois, le projet suscite aujourd'hui de nombreuses interrogations. Face à la polémique qui alimente le débat politique, Alpha Ba, secrétaire d'État en charge des
des coopératives agricoles originaires de la région, donne les toutes dernières nouvelles de l'université Souleymane Niang de Matam. Les instructions données par son Excellence le Président de la République et le Premier ministre, c'est que tous les travaux puissent continuer et toutes les personnes qui sont animées de bonne foi, s'ils vont sur le site de l'université de Matam, ils se rendront compte que les travaux sont repris et sont en cours. C'est vrai qu'à un moment il y a eu un arrêt, mais l'arrêt était plutôt lié aux inondations. Mais depuis lors, les travaux ont repris. L'instruction donnée par le Premier ministre, c'est que tous ces travaux-là doivent être terminés pour que la prochaine rentrée académique, que l'université de Matam puisse être opérationnelle. Et j'en profite pour dire, comme l'avait annoncé le ministre de l'Enseignement supérieur, que l'université de Matam aussi va s'inscrire dans la perspective de la dynamique en faire une université à orientation agricole et orientation minière. Un tour effectué sur le site a bien permis de faire le constat. Presque tous les bâtiments sont sortis de terre et les ouvriers s'affairent autour des finitions du mur de clôture. Et selon des techniciens de l'entreprise en charge des travaux, toutes les dispositions sont en cours pour terminer toutes les constructions avant la tombée des premières pluies marquant le début de l'hivernage. Matam, Ali Bandelnian, RFM. Et puis un mot sur le retrait du Niger et du Burkina Faso de la francophonie. Amadou Lamine Sall, poète et écrivain, a tout d'abord dit toute sa colère de voir l'organisation dirigée par un anglophone avant de demander aux chefs d'État membres de la francophonie de s'affirmer. Le retrait des deux pays en question n'enlève en rien le bon fonctionnement de l'espace francophone. Il a accordé un entretien à Seydou Nourouba. Le Niger et le Burkina Faso quittent la francophonie. Cela ne surprend nullement Amadou Lamine Sall. Il est poète et écrivain. Mais ce n'est pas étonnant au regard de ce qui est passé et qui continue à se passer de les voir quitter l'espace francophone. C'est quelque chose de tout à fait naturel. C'est dans la continuité de la nouvelle politique que ces pays ont comprise vis-à-vis de la France. Notre poète et écrivain de dire toutefois sa colère de voir l'organisation dirigée par une anglophone. Je suis en colère. Je suis en colère parce que j'en veux aux chefs d'État africains de langue française qui ont laissé le président français mettre une anglophone déjà à la tête de la francophonie. Je crois que c'est une farce et les chefs d'État africains francophones n'auraient pas dû être complices. Selon Amadou Lamine Sall, l'Afrique est le cœur de la francophonie. Il ne faut pas leur laisser le soin à la France d'en faire ce qu'elle veut. La France est minoritaire dans la France. Si vous faites un micro-trottoir en France et que vous demandez à des Français ce que c'est la francophonie, sans doute 9 Français sur 10 ne feront pas ce qu'est la francophonie. C'est l'Afrique francophone, c'est le Sud francophone qui porte la francophonie. C'est pourquoi il demande à repenser et à refonder la francophonie, et l'Afrique francophone doit jouer pleinement son rôle. Il faut que l'Afrique francophone, qui est majoritaire dans l'espace francophone et qui parle plus cette langue que la France elle-même, ait beaucoup plus de responsabilités vis-à-vis de cette langue. Amadou Lamine Sall pense que les langues nationales sont primordiales, qu'il ne faut jamais les oublier. Le français est juste une langue de communication ou encore une langue partenaire. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Détié Diop. Bonjour. Bonjour Souleymane. Le Niger et le Burkina Faso qui se retirent de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Oui, un coup de tonnerre dans l'espace francophone. Le Niger, où la francophonie a été fondée, et le Burkina Faso tourne le dos à l'organisation, un retrait définitif marquant une nouvelle étape de leur politique souverainiste et leur rupture avec la France. L'Organisation internationale de la francophonie perd 2 membres. Le Niger et le Burkina Faso ont annoncé le retrait de l'Organisation internationale de la francophonie. Le gouvernement a décidé souverainement du retrait du Niger de l'OIF. Je vous serai gré d'en informer vos juridictions respectives d'accréditation, a écrit le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères du Niger dans un courrier en date du 17 mars 2025 adressé à la présidente de l'OIF. Le Burkina Faso a annoncé une démarche similaire à celle du Niger. Ceci a fait savoir la directrice de la communication de l'OIF, bien que cela n'ait pas encore été officiellement annoncé par ses autorités. L'annonce de retrait du Niger intervient en pleine semaine de la langue française et de la francophonie. Invitée du journal Afrique de TV5 Monde, la directrice de la communication de l'OIF s'est exprimée sur le départ du Niger et l'annonce du Burkina Faso. C'est une nouvelle que l'on déplore. On n'est jamais content d'apprendre qu'un membre quitte la famille, a-t-elle fait savoir. La directrice de la communication de l'OIF souligne que l'organisation est obligée de respecter la souveraineté des États et donc les choix que les États font. La patronne de la communication de l'OIF espère tout de même que ce retrait annoncé n'est pas une
une décision définitive, le Niger est sous suspension de l'OIF depuis le coup d'État de juillet 2023. Avant cette décision officielle du Niger, la place de la francophonie à Niamey avait été renommée place de l'Alliance des États du Sahel par la junte militaire au pouvoir. Le départ du Niger est hautement symbolique car l'OIF a été créée le 20 mars 1970 à Niamey. Désormais, l'organisation basée à Paris compte 91 pays et gouvernements. En RDC, le M23 annule sa participation au pourparlers de Luanda en Angola. Pourparlers prévu ce mardi, la décision est survenue hier à la veille des discussions avec la délégation du président Félix Tshisekedi. Selon un responsable du M23, le mouvement s'est retiré en raison des sanctions imposées par l'Union européenne contre des dirigeants et responsables rwandais tels que le chef politique du M23 et le président de la commission des mines du Rwanda. Ces mesures adoptées hier ont été perçues comme un obstacle aux négociations. Les frappes israéliennes dans la bande de Gaza, le bilan s'est alourdi. Le Hamas fait état d'au moins 413 morts, des frappes d'une ampleur sans précédent depuis l'entrée en vigueur de la trêve le 19 janvier dernier, alors que le premier ministre israélien justifie ses raids par le refus répété de libérer les otages. Le Hamas, lui, accuse Israël de reprendre la guerre. Le Hamas qui fait porter à Washington la responsabilité des frappes par son soutien illimité à Israël. Le secrétaire général de l'ONU a réagi. Selon le porte-parole des Nations Unies, Antonio Guterres est choqué. Lors d'un point de presse ce matin à Genève, Rolando Gomez a déclaré que le chef de l'ONU lance un appel pressant pour que le cessez-le-feu soit respecté, que l'aide humanitaire sans entrave soit rétablie et que les otages restants soient libérés sans condition. La guerre en Ukraine pour terminer. Donald Trump et Vladimir Poutine vont se parler ce mardi au téléphone. L'échange est prévu à 13h15 GMT. Selon le Kremlin, les deux hommes vont évoquer le conflit en Ukraine, le projet de cessez-le-feu et la normalisation des relations russo-américaines. Merci Georges Détié-Diop. RFI Sport. Bonjour Malal Junior Diagne. Bonjour Souleymania. Le journal des sports avec vous. On commence avec du football. Ouais. Soudan-Sénégal de samedi prochain. Les joueurs du Sénégal en mode mission commando en Libye. Pour aller gagner cette rencontre et occuper la première place de leur groupe dans la qualification, dans la course à la qualification à la Coupe du Monde 2026, les Lions vont s'entraîner aujourd'hui pour la deuxième fois au stade annexe de Diamniadio. Mais hier, en conférence de presse, Lamine Camara a indiqué la voie à suivre pour ramener les 3 points de la victoire sur le Tchad. Deuxième au classement, derrière le Soudan, le Sénégal doit obligatoirement remporter ces 2 rencontres pour passer devant avant les phases retour. Les Lions sont conscients de la situation. Lamine Camara. On va vers un match important, un match difficile nous attend. Nous en sommes conscients, mais le groupe est prêt à aller relever ce défi, faire le nécessaire pour occuper la première place et ça passe forcément par une victoire et ça, on en est conscient et on fera le nécessaire. Pour une première sélection, Cheikh Ahmed Tidiane Niasse, qui va découvrir les réalités du football africain, dit être également conscient de ce qui les attend. Tant qu'on n'y a pas goûté, on ne peut pas savoir réellement l'intensité, etc. qu'il y a à l'intérieur des matchs. Donc voilà, il y a les anciens qui m'ont donné un peu des conseils, faire en sorte de les écouter, de bien observer, de tout donner quand je serai sur le terrain. On sait que ça ne va pas être des matchs faciles, mais je pense que c'est un groupe avec beaucoup de qualité et qui peut faire de belles choses et je pense qu'il y a une assez bonne mentalité pour y aller en tant que conquérant et faire de bons matchs. Le Soudan va recevoir le Sénégal en terre libyenne à Benghazi, mais les Lions disent être préparés concernant l'aspect sécuritaire. Lamine Camara. Oui, en début de séance, le coach nous a briefé sur cela, sur les difficultés que nous pouvons rencontrer là-bas en terrain hostile. Mais ce n'est pas un problème, on est prêt, on ira en mission commando. En attendant, les protégés de Pape Bounatiao continuent d'affûter leurs armes et d'autres Lions ont rejoint la tanière. Deuxième séance prévue à 17h30 au stade annexe de Diamniadio, une séance ouverte aux journalistes mais également aux supporters. L'équipe nationale du Sénégal toujours qui va jouer le 6 juin prochain en amical contre l'Irlande, match qui aura lieu à Dublin. Basketball, les joueurs du Port en grève depuis hier. Depuis hier, les joueurs et les membres du staff ont décidé d'observer une grève pour réclamer leur salaire mais également de bien meilleures conditions pour s'entraîner et jouer le championnat national de basket chez les hommes. Aliou Diatta est le capitaine du Port.
Hier, on a été à la direction générale du port pour voir le président de l'association sportive et culturelle pour lui faire part de nos difficultés. Malheureusement, on n'a pas pu le voir. Ce matin également, on a échangé au téléphone, mais il m'a dit qu'il était en réunion. Et à ma grande surprise, j'ai vu un communiqué dans lequel la direction dit qu'ils vont trouver des solutions pour régler nos difficultés. Mais c'est difficile depuis 3 ans. On s'entraîne sur des terrains chaotiques et les joueurs qui ne sont pas des Dakarois sont obligés de retourner au niveau de leur base naturelle, c'est-à-dire leur ville ou village, et revenir à Dakar les jours de match pour jouer. Donc le groupe ne s'entraîne pas collectivement. Il y a également des problèmes de salaire. Depuis pratiquement le début de la saison jusqu'à maintenant, on n'a rien perçu. Et ça ne peut pas continuer. C'est pourquoi depuis hier, on a décidé, joueurs comme staff technique, d'être en grève, et ça pour une durée illimitée. Vraiment difficile. Non le demain quoi. Voilà Suleiman, c'est tout pour les sports. À 12h26. Merci Malal. RFM, partout, tout le temps. Tout le temps. PASTEF au pouvoir 1 an après, quel bilan? De nombreuses questions ont été soulevées, dont l'indemnisation des victimes de violences électorales ou préélectorales, une proposition de loi interprétative sur la loi d'amnistie ou encore les arrestations tous azimuts. Les avis des analystes politiques sur ce bilan sont très partagés. Un dossier réalisé par Omar Mbow. Ça ne fait pas un bilan positif. Politiquement, le bilan de Diomaye à la tête du pays est médiocre. Une appréciation de Ibrahima Bakhoum, l'analyste politique en mode de professeur, barre avec son bec rouge la stratégie de PASTEF. Primo, sur les indemnisations de victimes de violences électorales. Secondo, sur la proposition de loi interprétative. Tertio, et pas des moindres, les arrestations tous azimuts d'hommes politiques, de chroniqueurs et de lanceurs d'alerte. Sur ce point de vue, Ibrahima Bakhoum estime que Diomaye a fait pire que sur les 12 ans de son prédécesseur. C'est un très mauvais message. Ça, c'est pas bon du tout. Quand les arrestations se multiplient, alors qu'on avait parlé de Macky Sall comme étant, je sais pas, en termes de prison, en quelques mois, ils ont sanctionné plus de personnes que toutes les années de Macky Sall. Discours dénonciateur hier, aujourd'hui arrivé au pouvoir, PASTEF continue à le faire. Ça ne colle pas, toujours selon Ibrahima Bakhoum. Quand on découvre la réalité du pouvoir, en termes de chiffres, en termes de partenariat, en termes de disponibilité, en termes de disponible, on se rend compte que ça n'est pas exactement ça. Mais communication va en guerre pour dénoncer un régime, ils ont continué à le maintenir. Et quand on est au pouvoir, on ne peut pas avoir le même discours. Cette lecture est contraire à celle d'Abdou Khadr Sanoko. Cet analyste politique a constaté une vraie rupture avec certaines pratiques. Mieux, Diomaye, Ousmane Sonko et son gouvernement commencent à se concentrer sur ce que les Sénégalais attendent d'eux. Abdou Khadr Sanoko. Tant bien que mal, ils essaient de prêter attention à ce que le peuple dit. Les gens étaient habitués à voir des gouvernants hyper arrogants, qui étaient dans le clin-clan, qui étaient aussi, outre mesure, dans une sorte de précipitation. C'est que vous restez longtemps dans l'opposition, une fois au pouvoir, on a comme l'impression qu'il y a un partage de gâteaux où les gens se précipitent. Mais au moins, en termes symboliques, nous avons affaire à un président de la République très modeste. En tout cas, ces derniers temps où surtout on ne les entend pas, ils travaillent. Moi, j'ai toujours dit que quand on hérite d'une responsabilité de gouverner, il faut laisser la parole à ceux qui s'opposent. Bon, tant bien que mal, ils sont aussi en train de s'y mettre par rapport à la tâche. Il y a des hauts et des bas donc dans ces 12 mois de PASTEF au pouvoir. Pour les 4 ans qui restent, nos intervenants demandent aux autorités d'être politiquement tolérants. Electronic Corp et Beko vous offrent votre revue de presse. La presse du jour, lui, est commentée par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Les détails sur l'enquête sur le trafic présumé de migrants impliquant le maire de Dionewar, Lassana Sarr. Le journal Libération, qui semble avoir jeté un coup d'œil sur le PV d'audition, relève que le maire de Dionewar est soupçonné d'avoir supervisé personnellement le départ de 241 migrants interceptés au large de Bassar. Le confrère note qu'il est mis en cause par les réquisitions téléphoniques. Et pour se défendre, Lassana confie que c'était pour trouver des avocats aussi
autres mises en cause. Pêcheurs, ouvriers, électriciens, le journal dresse le profil des autres organisateurs âgés entre 22 et 52 ans qui avaient chacun un rôle précis à jouer dans cette affaire. Leur entente mafieuse, dit le journal, est à l'origine de plusieurs départs enregistrés à partir des îles du Saloum. Une partie des fonds versés par les derniers candidats récupérés à Hambourg. Après la prolongation de la garde à vue, donc, Lassana Sarr et compagnie vont être présentés au parquet financier finalement ce mardi. Libération relève par ailleurs que la brigade de gendarmerie de Joal a déjoué un départ en moyenne 433 candidats, dont une majorité d'étrangers interceptés par les hommes en bleu depuis le 14 mars dernier. Vox Populi qui s'interroge sur ce dossier précis note que parmi les candidats au voyage, il y avait au moins 16 filles dans le lot, 433 candidats, 279 étrangers, 154 Guinéens, 72 Gambiens, 25 Ivoiriens, 25 Nigérians. Les arrestations ont eu lieu entre Hambourg et Fatick. 7 des organisateurs ont été arrêtés, ainsi que d'importantes ressources logistiques. Avec ce retour en force de l'immigration irrégulière, Tribune note qu'en fait, près de 500 migrants ont échoué cette semaine seulement sur la petite côte. À Mauritanie, Yassine Fall était porteuse de messages du chef d'État Bassirou Diomaye Faye, message transmis à Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République de Mauritanie. Le journal note qu'elle a été dépêchée sur place pour éviter les frictions sur l'axe Nouakchott-Dakar. Autour de l'immigration, vous le savez, certains compatriotes ont été expulsés là-bas. Le journal Le Soleil relève que Yassine Fall a assuré que le travail se fera pour éviter les frictions. Tensions liées aux migrants sénégalais. À Dakar, Nouakchott, le dégel bûcheron du coup Walfadri Diomaye envoie un colis à Ghazouani. La ministre des Affaires étrangères confie que les compatriotes établis en tout cas sur place sont distingués des migrants en transit. Et cette polémique sur le voile qui ressurgit cette fois-ci à l'école Saint-Gabriel de Thiès, Rémi Quotidien note que ce sont des élèves voilés qui ont été exclus du collège de Thiès et cela a fait l'effet d'une bombe, note le Témoin. Bombe aussitôt désamorcée, une réunion de crise a été provoquée. Vox Populi informe que des filles voilées interdites d'accès par le chef de l'établissement finalement réintégrées après l'intervention de l'inspection d'académie l'IA. La direction de l'école s'est expliquée, elle voulait endiguer, je cite le phénomène, le mauvais port du voile qui masque l'uniforme. Quoi qu'il en soit, le patron de l'inspection d'académie de Thiès a réagi. Il affirme que la situation ne serait prospérée. La situation n'était pas négociable puisque pouvant déboucher sur des grèves, des marches et autres, a dit encore l'inspecteur. Sur ça, qui semble se féliciter du dénouement, nous dit que la mutinerie a été en tout cas vite maîtrisée. Un focus du quotidien sur cette grève annoncée des travailleurs de l'aéronautique. Grosse turbulence en vue dans le ciel. Dès le 12 avril prochain, alerte la publication. Les employeurs de la SECNA réclament 6 mois d'arriérés de leur indemnité. Pendant ce temps, le journal Enquête lui planche sur l'accès au métier de notariat. Difficile d'y accéder. Enquête pointe le lobby des barons. Le quotidien et ce dossier sur la régulation des motos Kiak-Kiak. Le journal nous dit qu'avec cette régulation, l'État empoche pas moins de 2 milliards. 2 milliards amassés sur le dos de pauvres Gorgorlou qui s'offusque le confrère. Les 88 000 dossiers validés ont engendré donc un peu plus de 2 milliards à raison de 28 000 francs CFA par dossier. Les 108 000 dossiers déposés devraient apporter pas plus de 3 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal. Bonne nuit à tous. Electronic Corp et Beko vous ont offert votre revue de presse. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Bienvenue dans notre rubrique Point de vue à 12h, bientôt 34 minutes. Nous allons parler des enfants vulnérables et plus particulièrement des enfants en conflit avec la loi. Comment renforcer ou comment assurer leur protection. C'est le thème de ce débat que nous allons mener avec nos deux intervenants du jour. M. Baba Lissa Ndiaye, éducateur spécialisé, secrétaire général du syndicat national des travailleurs en éducation spécialisée. M. Ndiaye, bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes également avec M. Massamba Mbaye, coordonnateur des programmes à l'ONG Eden, éducation et développement des enfants. M. Mbaye, bonjour. Bonjour, M. Souleymania. Bonjour, mon ami Baba Lissa. Merci à vous également. Justement, Baba Lissa Ndiaye, je commence avec vous. Alors, l'information, c'est que la Direction générale de la protection judiciaire et sociale
au sein du ministère de la Justice vient de rendre public aujourd'hui le rapport 2023, son rapport national annuel pour l'année 2023. Alors, il y a beaucoup d'informations, mais on retient le problème du déficit d'infrastructures d'accueil des enfants en conflit avec la loi et le déficit aussi de personnel pour la prise en charge de ces enfants en conflit avec la loi. D'abord, certaines clarifications. Ces enfants en conflit avec la loi, qui sont-ils? Où se trouvent-ils? Comment sont-ils pris en charge par le système? Merci Mousseigneur, je pense que vous avez raison de mentionner en tout cas qu'il y a un nombre important d'enfants en conflit avec la loi au Sénégal. Et ces enfants sont spécifiquement pris en charge par la Direction générale de la protection judiciaire et sociale à travers ces structures extérieures, à savoir les services AMO, Action éducative en milieu ouvert, et les centres d'adaptation sociale. Donc, ces enfants sont pris en charge par des éducateurs spécialisés. Et il y a deux principales phases dans la prise en charge. Il y a d'abord ce qu'on appelle la phase de médiation pénale. Lorsque l'enfant est interpellé à la police ou à la gendarmerie, l'éducateur spécialisé est saisi et il essaie de voir est-ce qu'il y a une possibilité, en tout cas, de résoudre le problème, trouver un compromis pour que l'enfant ne soit pas déféré devant le procureur en charge des affaires pour mineurs. Maintenant, si cela n'aboutit pas, l'enfant est déféré. Et dès que l'enfant est déféré, on entre dans la deuxième phase de l'intervention de l'éducateur. Et à partir de ce moment, l'éducateur effectue des visites carcérales pour voir les conditions dans lesquelles l'enfant évolue. Et là, il faut préciser que en prison, en milieu carcéral, il y a toujours un carré réservé pour les mineurs. À Dakar, nous avons le Fort B qui accueille les mineurs en conflit avec la loi. Et l'éducateur, après avoir effectué la visite carcérale, prend toutes les informations nécessaires sur la personnalité de l'enfant et son cadre familial. Et ce sont ces arguments-là qu'il va utiliser dans la deuxième phase de son intervention, qui est l'assistance judiciaire. Donc, ça, c'est à l'audience pour enfants. Et je précise également que c'est une audience qui se passe à huis clos. Il y a le mineur, ses parents ou sont civilement responsables, les éducateurs, le juge pour enfants, le greffier et le procureur pour enfants. Et là, le travail de l'éducateur consiste à proposer au juge une mesure alternative à la prison. C'est pourquoi l'argumentaire va porter sur la personnalité de l'enfant. Qu'est-ce qui, dans la personnalité de l'enfant, l'a poussé à commettre l'acte puni et interdit par la loi? Ou bien, qu'est-ce qui, dans son cadre familial, l'a poussé à commettre cet acte qui est à l'origine de son arrestation et de sa comparution devant le tribunal pour enfants? Donc, pour résumer, l'intervention de l'éducateur spécialisé pour cette catégorie d'enfants se situe dans une première phase lors de l'interpellation, la garde à vue, qui est la médiation pénale. Et la deuxième phase maintenant, c'est lorsque l'enfant est déféré et qu'il doit comparaître devant le tribunal pour enfants. Et c'est là la phase de l'assistance judiciaire effectuée par les éducateurs spécialisés au Sénégal. Alors, on connaît les centres d'accueil, les AMO à Dakar, on connaît le fameux Fort B, la prison des enfants, également à Dakar. Mais est-ce qu'on a les mêmes dispositifs dans les régions? Est-ce qu'il y a une égalité de traitement entre les enfants en conflit avec la loi dans les centres urbains, pour aller au-delà de Dakar, et dans les autres zones du pays? Justement, vous l'avez dit à l'entame de votre propos, il y a aujourd'hui un manque criard d'infrastructures qui doivent accueillir ces enfants-là, parce qu'en réalité, la prison est l'exception pour l'enfant. Donc, il devait y avoir sur le territoire national suffisamment de centres pour accueillir ces enfants-là. Quand, par exemple, au niveau de l'audience pour enfants, l'éducateur intervient, il propose une alternative à la prison, comme je l'ai dit tantôt. Et cette alternative, c'est lorsque la famille n'est pas capable de prendre en charge l'enfant qu'on propose le centre.
Et aujourd'hui, au Sénégal, il n'y a que le centre d'adaptation sociale de Nianing qui accueille cette catégorie d'enfants-là. Les autres types de centres que nous avons, ce sont les centres polyvalents qui parfois sont forcés même d'accueillir cette catégorie d'enfants, alors qu'ils n'étaient pas destinés à cette catégorie d'enfants à l'origine. Il y a aussi parfois les enfants dont le dossier est en instruction qui sont accueillis dans les centres de premier accueil. Il y en a à Liberté 6, il y en a à Saint-Louis, il y en a à Ziguinchor. Donc, il n'y a que ces 3 régions-là aujourd'hui qui disposent de centres. Donc aujourd'hui, si vous voyez la cartographie de ces centres au niveau national, comme vous l'avez dit, il y a une disparité dans la distribution des offres éducatives en matière de prise en charge de ces enfants-là. Parce qu'en dehors de Dakar, qui polarise le centre de premier accueil de Dakar, Liberté 6, le centre polyvalent de Thiaroye, et il n'y a pas d'autres centres dans les régions. Par exemple, une région comme Tambacounda n'a pas de centre, Kolda n'a pas de centre, Louga n'a pas de centre. Donc, pour ne citer que cela, aujourd'hui, il serait donc important que des efforts soient menés dans le sens de multiplier ces infrastructures. Parce qu'en réalité, l'enfant, quel que soit l'acte posé, parfois il y a un mobile qui fait que la condamnation intervient dans des cas exceptionnels. Donc ces enfants-là devaient être accueillis dans des structures qui leur donnent une chance d'être rééduqués et d'être réinsérés dans la société. Je rappelle qu'on parle des enfants qui sont âgés de 18 ans, de moins de 18 ans, pardon, donc qui n'ont pas encore 18 ans révolus, qui sont donc en conflit avec la loi ou qui ont maille à partir avec la justice. Merci Baba Lissa Ndiaye. On reviendra peut-être tout à l'heure pour parler de votre métier, de votre profession, éducateur spécialisé. Mais avant cela, je voudrais introduire M. Massamba Mbaye, coordonnateur des programmes à l'ONG Eden, éducation et développement des enfants. Là, on parle des enfants en conflit avec la loi, mais avant que d'avoir des problèmes avec la justice, avec la société, les enfants passent parfois par des zones de vulnérabilité, que ce soit la mendicité, l'extrême pauvreté, le manque d'éducation, etc. Quel est le sort réservé à l'enfance dans nos pays en général, au Sénégal en particulier? Quelles sont les améliorations à apporter? Oui, merci, M. Nia. Vous l'avez si bien campé. En fait, cette vulnérabilité renvoie toujours à des degrés d'exposition de l'enfant, à des situations de danger, de risque et qui compromet fortement parfois leur bien-être et leur capacité à se protéger. Alors, il faut le reconnaître, au Sénégal, la situation des enfants encore reste à améliorer. Il y a beaucoup d'enfants qui sont dans ces situations-là d'exposition à des risques de danger, qui ne sont pas soit inscrits à l'école, qui sont exposés à la mendicité, malgré tous les efforts qui ont été faits au niveau des politiques, mais aussi au niveau des organisations de la société civile en termes d'offres de services. Donc, dans le domaine de l'éducation, en installant soit des structures de prise en charge, en investissant du moins dans la formation, dans la sensibilisation. Mais il faut reconnaître que parfois ces vulnérabilités sont dictées par plusieurs facteurs. Donc déjà, il y a au niveau structurel parfois lié surtout à la situation socio-économique des familles, mais ensuite parfois au niveau institutionnel lié parfois à des défaillances, à des insuffisances au plan des structures. Babalissa l'a évoqué tout à l'heure. Si on compare le nombre d'enfants qui sont exposés à des situations de vulnérabilité par rapport aux structures de prise en charge disponibles, aussi bien les structures publiques que privées, on constate qu'il y a encore énormément d'efforts à faire donc pour répondre à leurs besoins et offrir des services de prise en charge adéquats. Selon le rapport, justement, il y a seulement 17 000 enfants qui sont dans les centres d'accueil et dans les autres structures de prise en charge. Peut-être seulement pour le public, peut-être que les structures privées ne sont pas prises en compte, mais c'est quand même une goutte d'eau dans la mer.
Effectivement. Hein. Comparé au nombre d'enfants exposés à ces situations, comme je disais tout à l'heure, il y a énormément encore des efforts à faire en termes d'offres de services et de structures de prise en charge. Alors, il y a le secteur public, disons, il y a le gouvernement et ses démembrements, et vous l'avez évoqué, il y a la société civile également. On a vu beaucoup d'initiatives, des coalitions, ce genre d'organisations. Est-ce qu'il y a justement une offre suffisante de ce côté-là? Je pose la question parce que le contexte quand même est assez défavorable avec la raréfaction des financements. Vous l'avez vu, les Américains qui ont suspendu les financements publics des États-Unis. Quel est l'impact et comment faire face? Naturellement, les défis sont énormes, donc, et comme on le dit souvent dans le secteur, avec l'émergence de thématiques émergentes liées soit à la délinquance et parfois même à des tentations d'immigration irrégulière. On voit qu'effectivement le défi est énorme par rapport à la situation socio-économique, donc liée à la raréfaction des ressources, mais ensuite, comme je dis, par rapport même aux besoins de renforcement des capacités de ces personnes-là chargées de prendre à charge ces enfants par rapport à des thématiques émergentes et des thématiques nouvelles qui nécessitent de nouvelles approches, de nouvelles stratégies pour répondre favorablement aux besoins de ces enfants exposés à des situations de danger ou bien de risque. N'est-ce pas? Je reviens à vous, Babalissa Ndiaye, justement pour faire la jonction. Hein. Il n'y a pas que les enfants en conflit avec la loi, il y a l'enfance en général, et nous venons de l'évoquer en partie avec Massamba Mbaye. Ce qui m'amène à parler des éducateurs spécialisés, le rôle qu'ils jouent au-delà de l'assistance qu'ils apportent aux enfants en conflit avec la loi. Est-ce que vous intervenez plus largement sur d'autres problématiques liées à la vulnérabilité de l'enfance? Si oui, comment? Et en quoi consiste votre travail? Comment vous êtes formé? D'où venez-vous? Oui, Souleymane, l'éducateur spécialisé, c'est un agent de l'État qui a suivi après le bac une formation de 3 ans. Aujourd'hui, ils sont formés au niveau du centre de formation judiciaire. Et une fois qu'ils sortent, ils sont utilisés par le ministère de la Justice à travers la Direction générale de la protection judiciaire et sociale. Le travail de ces éducateurs consiste à prendre en charge 4 catégories d'enfants. Il y a ce qu'on appelle tout à l'heure, ce dont on parlait, les enfants en conflit avec la loi. Mais parallèlement à ces enfants, il y a 3 autres catégories. Il y a ce qu'on appelle les enfants victimes. Victimes de toute forme de maltraitance, d'abus sexuels, etc., etc. Il y a aussi ce qu'on appelle les enfants témoins. Un enfant qui a été témoin d'un crime, d'un fait pour lequel il doit comparaître devant le tribunal pour enfants. Là aussi, il est accompagné par l'éducateur spécialisé. Et enfin, il y a ce qu'on appelle l'enfant en danger, qui est défini dans le code de procédure pénale sénégalais comme étant un enfant dont la santé, la sécurité, la moralité, l'éducation sont menacées ou insuffisamment sauvegardées. Donc vous voyez que cette dernière catégorie d'enfants regroupe un large éventail d'enfants qu'on peut retrouver à l'intérieur. C'est pourquoi si vous revenez un tout petit peu sur le rapport publié par la Direction générale de la protection judiciaire et sociale, ces enfants occupent presque 70% de la prise en charge. Ces enfants sont pris en charge à travers les services AMO, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais également à travers les centres. Parce que tous les enfants ne sont pas dans les centres. En réalité, il y a des enfants qui sont dans leur famille et qui sont suivis par les services AMO dans leur zone, compétents dans leur zone. Il y a aujourd'hui sur tout le territoire national des services AMO au niveau régional et au niveau départemental. Parce que l'objectif, c'est de voir comment rendre accessible la justice pour mineurs. Et dans le cadre de cette politique du ministère de la Justice, il a été installé aujourd'hui dans tous les départements du Sénégal un service AMO qui prend en charge ces catégories d'enfants que je viens de citer. Maintenant, la prise en charge se passe de cette façon. Très souvent, nous travaillons avec les communautés, avec les Badjanougo, les relais communautaires, les délégués de quartier. Et à chaque fois qu'il y a un cas où un enfant est en situation de détresse, il contacte l'AMO et l'AMO intervient aussitôt. Ça, c'est
c'est ce qu'on appelle le signalement. Il y a cette première façon de prendre en charge ces enfants-là. Mais en dehors de ce signalement, le parent peut sentir le besoin d'être accompagné dans l'éducation de son enfant. Ou bien le parent peut se dire, moi je ne suis plus en mesure de prendre en charge l'éducation de mon enfant. Et à partir de ce moment, le parent se rapproche du service AMO, produit un dossier d'assistance éducative qui est transmis au tribunal pour enfants. Et le tribunal pour enfants, dès qu'il reçoit la demande d'assistance éducative, l'étudie et retourne ça au service AMO pour demander à l'éducateur de faire une enquête sociale de protection. Monsieur Babali Sendiaï, j'espère vraiment qu'on aura l'opportunité de vous donner plus d'espace pour vraiment entrer plus en profondeur dans le travail que vous faites, qui me semble absolument essentiel pour la prise en charge de l'enfance en général et de l'enfance vulnérable en particulier. Massamba Mbaye, j'espère également que vous aurez l'opportunité de nous parler des collaborations entre la société civile et l'État sur ces problématiques et certainement des initiatives qu'il faudrait lancer pour qu'il y ait un consensus national sur la question de l'enfance. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est épuisé et vous aurez certainement l'occasion de le faire dans la version Wolof de ce débat. Merci encore une fois d'avoir pris part à ce point de vue. À 12h51, c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer et à vous la présenter. El Hadj Ndiogou Diène à la rédaction en chef d'édition Nafissatou Silla, à la mise en onde Abdoulaye Diop, à la production Alioune Ba. À 13h, vous avez rendez-vous avec El Hadj Ndiogou Diène. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est 12h partout au Sénégal, l'heure du grand journal. Bienvenue à cette principale édition de la mi-journée. À la une de l'actualité, le déferment du maire de Dionewar au parquet financier ce matin. Lansana Sarr arrêté dans une affaire de trafic présumé de migrants. Vous entendrez le message de soutien de ses collègues maires du département de Foundiougne. Émigration irrégulière, des milliers d'enfants mineurs dans les centres d'accueil dans les îles Canaries, parmi eux 2000 jeunes Sénégalais. Climat des affaires au Sénégal, plusieurs investisseurs sénégalais et étrangers ont préféré aller dans d'autres pays où le climat des affaires est plus souple. C'est l'un des dossiers de ce journal. Nous évoquerons le divorce entre le Mali, le Niger et l'Organisation internationale de la francophonie, sans grandes conséquences selon le poète Amadou Lamine Sall, qui invite les Africains à s'approprier davantage la francophonie. Et puis dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons de la protection judiciaire et sociale des enfants vulnérables à l'occasion du partage d'un rapport réalisé par la direction de la protection judiciaire et sociale. À la mise en onde de cette édition, Abdoulaye Diop. Souleymane Niang. Le maire de Dionewar, Lansana Sarr, a été déféré au parquet financier ce matin en même temps que 6 autres personnes. Il est poursuivi pour sa présumée implication dans un réseau de trafic de migrants. Son arrestation fait suite à l'interception de 241 candidats à la migration irrégulière le week-end dernier au large de Bassar, dans les îles du Saloum. Les maires du département de Foundiougne apportent leur soutien à leur collègue Lansana Sarr. D'après le maire de Toubacouta, ce dernier nie les faits qui lui sont reprochés et vit cette épreuve avec beaucoup de sérénité. Écoutons Pape Seydou Dianko au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. C'est mon frère, on est dans le même département, il est maire comme moi, il est mon collègue, il a des problèmes. Quand j'ai entendu le problème, j'étais parti là-bas le dimanche matin. J'allais le voir, je l'ai écouté, il m'a parlé. Et il m'a dit que tout ce qu'on l'accuse, ça se passe pas comme ça. Je lui ai dit, dis-moi la vérité parce que moi je veux connaître la vérité. Il m'avait dit, ça fait longtemps, quand les gosses ils ont des problèmes, j'ai pris des avocats pour le soutenir. Parce que c'est un maire. Un maire dans une vie, il est dans toutes les sauces. Mais dans la complicité des affaires, là, moi, je ne me l'engage pas parce qu'il ne m'a pas dit ça. C'est qu'il m'avait dit tout le temps, à quand les gosses avaient des problèmes, il l'a appris. Mais dans l'enquête, comme s'il est dans les mains de la gendarmerie,
On peut pas. Mais en tant que frère, en tant que maire, l'association des maires du Sénégal, avec le président Omar Ba, tous les maires du département de Foundiougne, on l'apporte son soutien. Et comment vit-il cette situation? C'est une situation phénomène qui apporte à beaucoup. Même nous, dans les îles du Saloum, avec des îles de Pétenti, Posinkan, on a toujours des problèmes comme ça. Les gens qui venaient pour impliquer dans le vie. Et moi, je ne le fais pas jamais. Et comme il a le courage d'accompagner les gens de leur dire ça, mais c'est pas normal. On sait très bien qu'on l'encourage plus des bandits, des gens qui faisaient tout ça, des immigrations clandestines. Moi, je ne l'encourage pas. Mais comme il est accidentellement, il a un problème avec ça. Tout ce qu'on doit faire, on apporte nos soutiens jusqu'à preuve du contraire. On a des accusations. Rien n'a encore fait. Il a fait des accusations, il a nié les faits, donc on attend l'enquête. Immigration irrégulière, justement. En Espagne, ces chiffres, plus de 5000 migrants mineurs sont actuellement dans les centres d'accueil aux îles Canaries. Selon le journal espagnol El País, il s'agit pour la plupart de jeunes Sénégalais, au nombre de 2073, de Maliens et de Marocains. Amnesty International section Espagne révèle par ailleurs des cas d'abus et d'agressions commis par des employés des centres d'accueil en question. Anna Rocha. Ndeye Marie Wade n'a que 13 ans lorsqu'elle débarque sur les îles Canaries en octobre 2023, l'année du record des entrées à El Hierro. L'adolescente confie au journal El País ce qui l'a motivée à entreprendre ce voyage, elle, l'aînée d'une fratrie de 6 enfants. Contrairement à Ndeye Marie, Babacar Samba explique que c'est son père qui l'a poussé à prendre la pirogue pour allier l'Espagne. Comme Ndeye Marie et Babacar Samba, ils sont 5785 enfants et adolescents non accompagnés à séjourner dans les 82 centres d'accueil qui leur sont dédiés en Espagne. Ils sont majoritairement originaires du Sénégal, du Mali et du Maroc. Mais Amnesty International section Espagne dénonce un manque de protection et des mauvais traitements à l'égard de ces migrants de la part des travailleurs des 10 centres. Il s'agit par exemple de privation de nourriture, du retrait de leur abonnement de transport ou encore de la confiscation de leur téléphone portable. 4 enquêtes sont ouvertes par le parquet des îles Canaries pour agression et abus sur mineurs. Le fait est que la plupart des centres dépassent largement leur capacité d'accueil et le contrôle des services de protection sociale fait défaut. El País nous apprend par ailleurs que le gouvernement espagnol cherche à réformer la loi relative à l'immigration pour que toutes les régions espagnoles puissent elles aussi accueillir des migrants à l'image des îles Canaries, Ceuta et Melilla. 12h06 à Bakel, les habitants retrouvent un peu de sérénité après la neutralisation d'une bande de voleurs par les éléments de la brigade de gendarmerie. Elle écumait cette zone. Le fils du maire de la localité et son gang, composé de 3 autres personnes, s'introduisaient nuitamment dans les maisons par escalade ou par effraction pour voler. Tentative réussie notamment au domicile du préfet et chez son adjoint. Des motos avaient également été dérobées au domicile du coordonnateur d'une ONG française. Les malfaiteurs viennent d'être déférés ce mardi au parquet de Tambacounda pour entre autres vols multiples commis la nuit avec effraction et association de malfaiteurs. Information de notre correspondant Pape Ousseynou Diallo. Le député maire de Louga, Moustapha Diop, sera entendu cet après-midi par la commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de son immunité parlementaire. Il est cité dans l'affaire Tabaskingom. Cette dame inspectrice du Trésor est en prison pour présumé détournement de 700 millions de francs CFA. Moustapha Diop, tête de liste de la coalition Farlou, est député non inscrit à l'Assemblée nationale. RFM, la radio de toute l'actualité. Depuis hier, l'information d'une supposée convocation de l'opposant Ahmed Suzanne Camara circule. Le concerné dit n'avoir reçu aucune notification de la part de la DIC. Convocation qui serait liée à des propos que la périste aurait tenus sur l'affaire Didier Badji et Fulbert Sambou. Selon Ahmed Suzanne Camara, ces propos partagés datent de 3 ans et si dans les prochaines heures les rumeurs devaient s'avérer, il ne déférerait pas à cette convocation. Le voici, Ahmed Suzanne Camara avec Koumba Sandiane Faye. Je l'ai appris aussi comme beaucoup de Sénégalais à travers les réseaux sociaux et à travers la presse. Maintenant, les gens appellent, les parents, les sympathisants
les camarades de parti, les camarades syndicalistes. Bon, beaucoup de gens appellent, mais bon, je réponds comme je vous l'ai dit. Voilà, je suis chez moi sur la natte avec mon chapelet. Voilà, et j'ai pas reçu de notification, j'ai pas reçu de visite. Et on dit que c'est concernant l'affaire Didier Badji, Fulbert Sambou. Avez-vous tenu des propos allant dans ce sens? Oui, j'ai vu aussi en même temps, on a essayé de véhiculer des images, des vidéos qui montrent mes interventions sur la question. Oui. Mais ça date de 3 ou 4 ou 5 ans dans l'exercice du pouvoir du président Macky Sall. Par rapport à cette convocation, seriez-vous surpris de la recevoir, je dirais, dans les prochaines heures? Si je la reçois, si Ousmane Sonko ne répond pas, si Pape Alé Niang ne répond pas, je ne répondrai pas. Parce que dans les vidéos, j'ai cité Ousmane Sonko et Pape Alé Niang. S'ils répondent, je réponds. Notez sur votre agenda le mouvement Y en a marre en conférence de presse à l'instant. Aliou Sané et ses camarades vont se prononcer sur l'actualité politique nationale. Nous y reviendrons bien sûr dans nos prochaines éditions. La Fédération des syndicats de la santé, en pourparlers avec l'État. Une rencontre est prévue aujourd'hui avec le gouvernement pour tenter de trouver des solutions concertées dans le secteur de la santé. Mais la F2S avertit, pas question de bouger sur ce qui a déjà été paraphé. Chersek, secrétaire général du syndicat, des syndicats de la santé, était l'invité d'RFM Matin. Pour ce qui concerne la santé, nous avons constaté qu'il y avait un passif à régler. Le passif relève des accords qui avaient été signés par le gouvernement le 10 mai 2022, mais aussi le 29 décembre 2023. Donc pour nous, il n'en est pas du tout question que l'on revienne sur ces accords qui ont été déjà signés. La première des choses, c'est la généralisation de l'indemnité de logement. L'autre volet, c'est la régularisation et le recrutement du personnel de santé qui doivent être intégré dans la fonction publique, ce qui est du domaine du possible. Le troisième élément, c'est la signature des décrets. En tout cas, et les décrets qui doivent être modifiés. C'est la signature du décret pour permettre aux techniciens supérieurs d'être reclassés à leur nouveau corps. Mais aussi, c'est le décret de l'INDSS, parce que ça fait presque 1 ou 2 ans, on n'a même pas ouvert de concours pour former des cadres et des spécialistes. Et cela n'a pas été fait. Donc, l'autre volet, c'est dans d'autres secteurs comme le secteur primaire qui est en lutte, vous avez vu, et ça va dans un cadre général même de la généralisation de l'indemnité de logement. Il y a le secteur de l'éducation où il y a 2 décrets qui avaient été promis d'être modifiés par l'État. Jusqu'à présent, les gens s'attendent. Mais il y a aussi les collectivités territoriales qui aujourd'hui sont dans des situations difficiles. Et sur ce point précis, nous demandons l'application de l'article 29 et de tout ce qui est lié aux dispositions que la loi permet pour en tout cas régler ce problème. En tout cas, bon, nous allons dans ces discussions. Mais le format qu'ils nous ont proposé, peut-être ils peuvent les changer, mais s'ils ne les changent pas, ça risque de créer des difficultés dans le cadre du suivi de ces discussions-là. De plus en plus de voix s'élèvent pour alerter sur une détérioration du climat des affaires au Sénégal, ce qui provoquerait une fuite des investisseurs, pour ne pas dire une fuite des cerveaux vers d'autres contrées, un détournement des investissements qui ne sera pas sans conséquences économiques. Un dossier de Nafissatou Silla. Aller vers des prairies beaucoup plus vertes, les investisseurs sénégalais n'hésitent même plus. Le constat est fait, d'abord en Guinée et puis en Côte d'Ivoire. Les chefs d'entreprise y trouvent bien leur compte. Cheikh Ahmed Tidiane Al Amin, évoluant dans plusieurs domaines économiques, dont Remue Ménage de Mohamed Ali Mouba de ce dimanche, le confirme, et ce, pour plusieurs raisons. C'est vrai, il y en a qui commencent à aller voir dans la sous-région, qui présentent des niveaux de compétitivité beaucoup plus intéressants. Ah oui? Oui, en Côte d'Ivoire, pour l'industrie, vous avez votre coût d'énergie de l'ordre de 80 francs CFA, alors qu'au Sénégal, vous êtes dans l'ordre de 113, 120 francs CFA. En termes de législation du travail, c'est des pays aussi qui sont beaucoup plus flexibles que nous. C'est des populations qui sont beaucoup plus importantes, qui sont beaucoup plus consommatrices que ce que nous avons au Sénégal. Le pouvoir d'achat beaucoup plus élevé en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays qu'au Sénégal. Le producteur serait plus enclin à aller investir dans un pays comme la Côte d'Ivoire ou le Ghana. Cependant, pour lui, ce n'est pas une nouveauté. Bien avant cela, il y avait des industries qui avaient délocalisé
délocalisées. Je peux les citer, quelques multinationales, mais j'en connais, qui avaient des sièges à Dakar et qui ont délocalisé en Côte d'Ivoire. Ça, c'est bien avant même la situation qu'on vit actuellement, parce que déjà, la compétitivité n'y était pas. C'est que l'État est en train d'appliquer sa fiscalité de manière plus rigoureuse, ce qui met les entreprises dans une situation de pression fiscale plus importante. Et pour Souleymane Keita, professeur d'économie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, c'est parce qu'il y a moins de risques dans ces pays. La première raison, c'est les ressources naturelles et les opportunités économiques offrent ces pays-là. En offrant les meilleurs rendements, cela pour expliquer le détournement des investissements vers ces pays-là. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, les investisseurs nationaux, d'abord, sont réticents. Bon, peut-être qu'ils ont une certaine peur qui les permet pour le moment de ne pas investir. Mais ce détournement des investisseurs ne risque-t-il pas de porter préjudice à notre économie? L'économiste Souleymane Keita apporte cette réponse. Les relations internationales et les partenariats stratégiques entre les pays comme la Chine, la Turquie et les pays arabes peuvent influencer les flux d'investissement que les pays là, comme la Guinée peuvent bénéficier de ces alliances avec ces pays-là. C'est au Sénégal justement de prendre en compte cette dynamique-là et de les intégrer justement, n'est-ce pas, dans une politique globale. D'abord, premièrement, pour rassurer les investisseurs nationaux. Pour nos acteurs, il faut que le Sénégal revoie sa copie et surtout favorise des conditions d'attractivité plus convaincantes. Évoquons maintenant les lenteurs dans les travaux de l'université Souleymane Niang qui alimentent le débat politique entre le pouvoir et l'opposition face à la série d'attaques des partisans de Farba Ngom, maire des Agnam, pour dénoncer la suspension des travaux de la région. Le secrétaire d'État en charge des coopératives agricoles apporte la réplique et livre toutes les dernières informations concernant la construction de l'université. Ali Bandelnian. Les attaques sont devenues beaucoup plus sévères depuis l'incarcération de Farba Ngom, le député maire des Agnam. La lenteur des travaux de construction de l'université Souleymane Niang de Matam, interprétée ici par une ferme volonté du nouveau pouvoir de sanctionner. Malgré les annonces du ministre de l'Enseignement supérieur, il est en visite à Matam il y a quelques mois, le projet suscite aujourd'hui de nombreuses interrogations. Face à la polémique qui alimente le débat politique, Alpha Ba, secrétaire d'État en charge des coopératives agricoles originaires de la région, donne les toutes dernières nouvelles de l'université Souleymane Niang de Matam. Les instructions données par son Excellence le Président de la République et le Premier ministre, c'est que tous les travaux puissent continuer et toutes les personnes qui sont animées de bonne foi, s'ils vont sur le site de l'université de Matam, ils se rendront compte que les travaux sont repris et sont en cours. C'est vrai qu'à un moment il y a eu un arrêt, mais l'arrêt était plutôt lié aux inondations. Mais depuis lors, les travaux ont repris et l'instruction donnée par le Premier ministre, c'est que tous ces travaux-là doivent être terminés pour que la prochaine rentrée académique, que l'université de Matam puisse être opérationnelle. Et j'en profite pour dire, comme l'avait annoncé le ministre de l'Enseignement supérieur, que l'université de Matam aussi va s'inscrire dans la perspective de la dynamique en faire une université à orientation agricole et orientation minière. Un tour effectué sur le site a bien permis de faire le constat. Presque tous les bâtiments sont sortis de terre et les ouvriers s'affairent autour des finitions du mur de clôture. Et selon des techniciens de l'entreprise en charge des travaux, toutes les dispositions sont en cours pour terminer toutes les constructions avant la tombée des premières pluies marquant le début de l'hivernage. Matam, Ali Bandelnian, RFM. Et puis un mot sur le retrait du Niger et du Burkina Faso de la francophonie. Amadou Lamine Sall, poète et écrivain, a tout d'abord dit toute sa colère de voir l'organisation dirigée par un anglophone avant de demander aux chefs d'État membres de la francophonie de s'affirmer. Le retrait des deux pays en question n'enlève en rien le bon fonctionnement de l'espace francophone. Il a accordé un entretien à Seydou Nourouba. Le Niger et le Burkina Faso quittent la francophonie. Cela ne surprend nullement Amadou Lamine Sall. Il est poète et écrivain. Mais ce n'est pas étonnant au regard de ce qui est passé et qui continue à se passer de les voir quitter l'espace francophone. C'est quelque chose de tout à fait naturel. C'est dans la continuité de la nouvelle politique que ces pays ont prise vis-à-vis de la France. Notre poète et écrivain de dire toutefois sa colère de voir l'organisation dirigée par une anglophone. Je suis en colère. Je suis en colère parce que j'en veux aux chefs d'État africains de langue française qui ont laissé le président français mettre une anglophone déjà à la tête de la francophonie. Je crois que c'est une farce et les chefs d'État africains francophones n'auraient pas dû être complices. Selon Amadou Lamine Sall, l'Afrique est le cœur de la francophonie. Il ne faut pas leur laisser le soin à la France d'en faire ce qu'elle veut. La France est minoritaire dans la France. Si vous faites un micro-trottoir en France et que vous demandez à des Français ce que c'est la francophonie, sans doute 9 Français sur 10 ne feront pas ce qu'est la francophonie. C'est l'Afrique francophone, c'est le Sud francophone qui porte la francophonie.
C'est pourquoi il demande à repenser et à refonder la francophonie, et l'Afrique francophone doit jouer pleinement son rôle. Il faut que l'Afrique francophone, qui est majoritaire dans l'espace francophone et qui parle plus cette langue que la France elle-même, ait beaucoup plus de responsabilités vis-à-vis de cette langue. Amadou Lamine Sall pense que les langues nationales sont primordiales, qu'il ne faut jamais les oublier. Le français est juste une langue de communication ou encore une langue partenaire. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Déthié Diop. Bonjour. Bonjour Souleymane. Le Niger et le Burkina Faso qui se retirent de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Oui, un coup de tonnerre dans l'espace francophone. Le Niger, où la francophonie a été fondée, et le Burkina Faso tourne le dos à l'organisation, retrait définitif marquant une nouvelle étape de leur politique souverainiste et leur rupture avec la France. Koumba Sandiane Faye. L'Organisation internationale de la francophonie perd 2 membres. Le Niger et le Burkina Faso ont annoncé le retrait de l'Organisation internationale de la francophonie. Le gouvernement a décidé souverainement du retrait du Niger de l'OIF. Je vous regrette d'en informer vos juridictions respectives d'accréditation, a écrit le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères du Niger dans un courrier en date du 17 mars 2025 adressé à la présidente de l'OIF. Le Burkina Faso a annoncé une démarche similaire à celle du Niger. Ceci a fait savoir la directrice de la communication de l'OIF. Bien que cela n'ait pas encore été officiellement annoncé par ses autorités, l'annonce de retrait du Niger intervient en pleine semaine de la langue française et de la francophonie. Invitée du journal Afrique de TV5 Monde, la directrice de la communication de l'OIF s'est exprimée sur le départ du Niger et l'annonce du Burkina Faso. C'est une nouvelle que l'on déplore. On n'est jamais content d'apprendre qu'un membre quitte la famille, a-t-elle fait savoir. La directrice de la communication de l'OIF souligne que l'organisation est obligée de respecter la souveraineté des États et donc les choix que les États font. La patronne de la communication de l'OIF espère tout de même que ce retrait annoncé n'est pas une décision définitive. Le Niger est sous suspension de l'OIF depuis le coup d'État de juillet 2023. Avant cette décision officielle du Niger, la place de la francophonie à Niamey avait été renommée place de l'Alliance des États du Sahel par la junte militaire au pouvoir. Le départ du Niger est hautement symbolique car l'OIF a été créée le 20 mars 1970 à Niamey. Désormais, l'organisation basée à Paris compte 91 pays et gouvernements. En RDC, le M23 annule sa participation au pourparlers de Luanda en Angola. Pourparlers prévu ce mardi, la décision est survenue hier à la veille des discussions avec la délégation du président Félix Tshisekedi. Selon un responsable du M23, le mouvement s'est retiré en raison des sanctions imposées par l'Union européenne contre des dirigeants et responsables rwandais tels que le chef politique du M23 et le président de la commission des mines du Rwanda. Ces mesures adoptées hier ont été perçues comme un obstacle aux négociations. Les frappes israéliennes dans la bande de Gaza, le bilan s'est alourdi. Le Hamas fait état d'au moins 413 morts, des frappes d'une ampleur sans précédent depuis l'entrée en vigueur de la trêve le 19 janvier dernier, alors que le premier ministre israélien justifie ses raids par le refus répété de libérer les otages. Le Hamas, lui, accuse Israël de reprendre la guerre. Le Hamas qui fait porter à Washington la responsabilité des frappes par son soutien illimité à Israël. Le secrétaire général de l'ONU a réagi. Selon le porte-parole des Nations Unies, Antonio Guterres est choqué. Lors d'un point de presse ce matin à Genève, Rolando Gomez a déclaré que le chef de l'ONU lance un appel pressant pour que le cessez-le-feu soit respecté, que l'aide humanitaire sans entrave soit rétablie et que les otages restants soient libérés sans condition. La guerre en Ukraine pour terminer. Donald Trump et Vladimir Poutine vont se parler ce mardi au téléphone. L'échange est prévu à 13h15 GMT. Selon le Kremlin, les deux hommes vont évoquer le conflit en Ukraine, le projet de cessez-le-feu et la normalisation des relations russo-américaines. Merci Georges Déthié Diop. RFM Sport. Bonjour Malal Junior Diagne. Bonjour Souleymania. Le journal des sports avec vous. On commence avec du football. Ouais. Soudan-Sénégal de samedi prochain. Les joueurs du Sénégal en mode mission commando en Libye. Pour aller gagner cette rencontre et occuper la première place de leur groupe dans la qualification, dans la course à la qualification
à la Coupe du Monde 2026. Les Lions vont s'entraîner aujourd'hui pour la deuxième fois au stade annexe de Diamniadio. Mais hier, en conférence de presse, Lamine Camara a indiqué la voie à suivre pour ramener les 3 points de la victoire sur le Tchad. Deuxième au classement derrière le Soudan, le Sénégal doit obligatoirement remporter ces 2 rencontres pour passer devant avant les phases retour. Les Lions sont conscients de la situation. Lamine Camara. On va vers un match important, un match difficile nous attend. Nous en sommes conscients, mais le groupe est prêt à aller relever ce défi, faire le nécessaire pour occuper la première place et ça passe forcément par une victoire et ça, on en est conscient et on fera le nécessaire. Pour une première sélection, Cheikh Ahmed Tidiane Niasse, qui va découvrir les réalités du football africain, dit être également conscient de ce qui les attend. Tant qu'on n'y a pas goûté, on ne peut pas savoir réellement l'intensité, etc. qu'il y a à l'intérieur des matchs. Donc voilà, il y a les anciens qui m'ont donné un peu des conseils, faire en sorte de les écouter, de bien observer, de tout donner quand je serai sur le terrain. On sait que ça ne va pas être des matchs faciles, mais je pense que c'est un groupe avec beaucoup de qualité et qui peut faire de belles choses et je pense qu'il y a une assez bonne mentalité pour y aller en tant que conquérant et faire de bons matchs. Le Soudan va recevoir le Sénégal en terre libyenne à Benghazi, mais les Lions disent être préparés concernant l'aspect sécuritaire. Lamine Camara. Oui, en début de séance, le coach nous a briefé sur cela, sur les difficultés que nous pouvons rencontrer là-bas en terrain hostile. Mais ce n'est pas un problème, on est prêt, on ira en mission commando. En attendant, les protégés de Pape Bounatiao continuent d'affûter leurs armes et d'autres Lions ont rejoint la tanière. Deuxième séance prévue à 17h30 au stade annexe de Diamniadio, une séance ouverte aux journalistes mais également aux supporters. L'équipe nationale du Sénégal toujours qui va jouer le 6 juin prochain en amical contre l'Irlande, match qui aura lieu à Dublin. Basketball, les joueurs du Port en grève depuis hier. Depuis hier, les joueurs et les membres du staff ont décidé d'observer une grève pour réclamer leur salaire mais également de bien meilleures conditions pour s'entraîner et jouer le championnat national de basket chez les hommes. Aliou Diatta est le capitaine du Port. Hier, on a été à la direction générale du port pour voir le président de l'association sportive et culturelle pour lui faire part de nos difficultés. Malheureusement, on n'a pas pu le voir. Ce matin également, on a échangé au téléphone, mais il m'a dit qu'il était en réunion. Et à ma grande surprise, j'ai vu un communiqué dans lequel la direction dit qu'ils vont trouver des solutions pour régler nos difficultés. Mais c'est difficile depuis 3 ans. On s'entraîne sur des terrains chaotiques et les joueurs qui ne sont pas des Dakarois sont obligés de retourner au niveau de leur base naturelle, c'est-à-dire leur ville ou village, et revenir à Dakar les jours de match pour jouer. Donc le groupe ne s'entraîne pas collectivement. Il y a également des problèmes de salaire. Depuis pratiquement le début de la saison jusqu'à maintenant, on n'a rien perçu. Et ça ne peut pas continuer. C'est pourquoi depuis hier, on a décidé, joueurs comme staff technique, d'être en grève. Et ça, pour une durée illimitée. Vraiment difficile. Non, le demain, quoi. Voilà, Suleiman, c'est tout pour les sports. À 12h26. Merci, Malal. RFM, partout, tout le temps. Tout le temps. Pastef au pouvoir 1 an après, quel bilan ? De nombreuses questions ont été soulevées, dont l'indemnisation des victimes de violences électorales ou préélectorales, une proposition de loi interprétative sur la loi d'amnistie ou encore les arrestations tous azimuts. Les avis des analystes politiques sur ce bilan sont très partagés. Un dossier réalisé par Omar Mbow. Ça ne fait pas un bilan positif. Politiquement, le bilan de Diomaye à la tête du pays est médiocre. Une appréciation de Ibrahima Bakhoum, l'analyste politique en mode professeur, barre avec son bec rouge la stratégie de Pastef. Primo, sur les indemnisations de victimes de violences électorales. Secondo, sur la proposition de loi interprétative. Tertio et pas des moindres, les arrestations tous azimuts d'hommes politiques, de chroniqueurs et de lanceurs d'alerte. Sur ce point de vue, Ibrahima Bakhoum estime que Diomaye a fait pire que sur les 12 ans de son prédécesseur. C'est un très mauvais message. Ça, c'est pas bon du tout. Quand les arrestations se multiplient, alors qu'on avait parlé de Macky Sall comme étant, je sais pas, en termes de prison, en quelques mois, ils ont sanctionné plus de personnes que toutes les années de Macky Sall. Discours dénonciateur hier, aujourd'hui arrivé au pouvoir, Pastef continue à le faire. Ça ne colle pas, toujours selon Ibrahima Bakhoum. Quand on découvre la réalité du pouvoir, en termes de chiffres, en termes de partenariat, en termes de disponibilité, en termes de disponible, on se rend compte que ça n'est pas exactement ça. Mais communication va en guerre pour dénoncer un régime, ils ont continué à le maintenir.
Et quand on est au pouvoir, on ne peut pas avoir le même discours. Cette lecture est contraire à celle d'Abdou Khadr Sanoko. Cet analyste politique a constaté une vraie rupture avec certaines pratiques. Mieux, Diomaye, Ousmane Sonko et son gouvernement commencent à se concentrer sur ce que les Sénégalais attendent d'eux. Abdou Khadr Sanoko. Tant bien que mal, ils essaient de prêter attention à ce que le peuple dit. Les gens étaient habitués à voir des gouvernants hyper arrogants, qui étaient dans le clan-clan, qui étaient aussi, outre mesure, dans une sorte de précipitation. C'est que vous restez longtemps dans l'opposition, une fois au pouvoir, on a comme l'impression qu'il y a un partage de gâteaux où les gens se précipitent. Mais au moins, en termes symboliques, nous avons affaire à un président de la République très modeste. En tout cas, ces derniers temps où surtout, on ne les entend pas, ils travaillent. Moi, j'ai toujours dit que quand on hérite d'une responsabilité de gouverner, il faut laisser la parole à ceux qui s'opposent. Bon, tant bien que mal, ils sont aussi en train de s'y mettre par rapport à la tâche. Il y a des hauts et des bas donc dans ces 12 mois de Pastef au pouvoir. Pour les 4 ans qui restent, nos intervenants demandent aux autorités d'être politiquement tolérants. Electronic Corp et Beko vous offrent votre revue de presse. La presse du jour, lui, est commentée par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Les détails sur l'enquête sur le trafic présumé de migrants impliquant le maire de Dionewar, Lassana Sarr. Le journal Libération, qui semble avoir jeté un coup d'œil sur le PV d'audition, relève que le maire de Dionewar est soupçonné d'avoir supervisé personnellement le départ de 241 migrants interceptés au large de Bassar. Le confrère note qu'il est mis en cause par les réquisitions téléphoniques. Et pour se défendre, Lassana confie que c'était pour trouver des avocats aussi autres mises en cause. Pêcheurs, ouvriers, électriciens, le journal dresse le profil des autres organisateurs âgés entre 22 et 52 ans qui avaient chacun un rôle précis à jouer dans cette affaire. Leur entente mafieuse, dit le journal, est à l'origine de plusieurs départs enregistrés à partir des îles du Saloum. Une partie des fonds versés par les derniers candidats récupérés à Hambourg. Après la prolongation de la garde à vue, donc, Lassana Sarr et compagnie vont être présentés au parquet financier finalement ce mardi. Libération relève par ailleurs que la brigade de gendarmerie de Joal a déjoué un départ en moyenne 433 candidats, dont une majorité d'étrangers interceptés par les hommes en bleu depuis le 14 mars dernier. Vox Populi, qui s'interroge sur ce dossier précis, note que parmi les candidats au voyage, il y avait au moins 16 filles dans le lot, 433 candidats, 279 étrangers, 154 Guinéens, 72 Gambiens, 25 Ivoiriens, 25 Nigériens. Les arrestations ont eu lieu entre Hambourg et Fatick. 7 des organisateurs ont été arrêtés, ainsi que d'importantes ressources logistiques. Avec ce retour en force de l'immigration irrégulière, Tribune note qu'en fait, près de 500 migrants ont échoué cette semaine seulement sur la petite côte. À Mauritanie, Yassine Fall était porteuse de messages du chef d'État Bassirou Diomaye Faye, message transmis à Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République de Mauritanie. Le journal note qu'elle a été dépêchée sur place pour éviter les frictions sur l'axe Nouakchott-Dakar. Autour de l'immigration, vous le savez, certains compatriotes ont été expulsés là-bas. Le journal Le Soleil relève que Yassine Fall a assuré que le travail se fera pour éviter les frictions. Tensions liées aux migrants sénégalais. À Dakar, Nouakchott, le dégel bûcheron du coup Walfadri Diomaye envoie un colis à Ghazouani. La ministre des Affaires étrangères confie que les compatriotes établis en tout cas sur place sont distingués des migrants en transit. Et cette polémique sur le voile qui ressurgit cette fois-ci à l'école Saint-Gabriel de Thiès, Rémi Quotidien note que ce sont des élèves voilés qui ont été exclus du collège de Thiès et cela a fait l'effet d'une bombe, note le Témoin. Bombe aussitôt désamorcée, une réunion de crise a été provoquée. Vox Populi informe que des filles voilées interdites d'accès par le chef de l'établissement finalement réintégrées après l'intervention de l'inspection d'académie LIA. La direction de l'école s'est expliquée, elle voulait endiguer, je cite le phénomène, le mauvais port du voile qui masque l'uniforme. Quoi qu'il en soit, le patron de l'inspection d'académie de Thiès a réagi. Il affirme que la situation ne saurait prospérer. La situation n'était pas négociable puisque pouvant déboucher sur des grèves, des marches et autres, a dit encore l'inspecteur. Sur ça, qui semble se féliciter du dénouement, nous dit que la mutinerie a été en tout cas vite maîtrisée. Un focus du quotidien sur cette grève annoncée des travailleurs
travailleurs de l'aéronautique. Grosse turbulence en vue dans le ciel. Dès le 12 avril prochain, alerte la publication. Les employeurs de la SECNA réclament 6 mois d'arriérés de leur indemnité. Pendant ce temps, le journal Enquête lui planche sur l'accès au métier de notariat. Difficile d'y accéder. Enquête pointe le lobby des barons. Li quotidien est ce dossier sur la régulation des motos Kiak. Le journal nous dit qu'avec cette régulation, l'État empoche pas moins de 2 milliards. 2 milliards amassés sur le dos de pauvres Gorgorlou qui s'offusque le confrère. Les 88 000 dossiers validés ont enchanté donc un peu plus de 2 milliards à raison de 28 000 francs CFA par dossier. Les 108 000 dossiers déposés devraient apporter pas plus de 3 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal. Bonne nuit à tous. Electronic Corp et Beko vous ont offert votre revue de presse. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Bienvenue dans notre rubrique Point de vue à 12h, bientôt 34 minutes. Nous allons parler des enfants vulnérables et plus particulièrement des enfants en conflit avec la loi. Comment renforcer ou comment assurer leur protection. C'est le thème de ce débat que nous allons mener avec nos deux intervenants du jour. M. Baba Ndiaye, éducateur spécialisé, secrétaire général du syndicat national des travailleurs en éducation spécialisée. M. Ndiaye, bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes également avec M. Massamba Mbaye, coordonnateur des programmes à l'ONG EDEN, éducation et développement des enfants. M. Mbaye, bonjour. Bonjour, M. Souleymania. Bonjour, mon ami Babalissa. Merci à vous également. Justement, Babalissa Ndiaye, je commence avec vous. Alors, l'information, c'est que la Direction générale de la protection judiciaire et sociale au sein du ministère de la Justice vient de rendre public aujourd'hui le rapport 2023, son rapport national annuel pour l'année 2023. Alors, il y a beaucoup d'informations, mais on retient le problème du déficit d'infrastructures d'accueil des enfants en conflit avec la loi et le déficit aussi de personnel pour la prise en charge de ces enfants en conflit avec la loi. D'abord, certaines clarifications. Ces enfants en conflit avec la loi, qui sont-ils? Où se trouvent-ils? Comment sont-ils pris en charge par le système? Merci Moussenia, je pense que vous avez raison de mentionner en tout cas qu'il y a un nombre important d'enfants en conflit avec la loi au Sénégal et ces enfants sont spécifiquement pris en charge par la Direction générale de la protection judiciaire et sociale à travers ces structures extérieures, à savoir les services AMO, Action éducative en milieu ouvert, et les centres d'adaptation sociale. Donc, ces enfants sont pris en charge par des éducateurs spécialisés. Et il y a deux principales phases dans la prise en charge. Il y a d'abord ce qu'on appelle la phase de médiation pénale. Lorsque l'enfant est interpellé à la police ou à la gendarmerie, l'éducateur spécialisé est saisi et il essaie de voir est-ce qu'il y a une possibilité, en tout cas, de résoudre le problème, trouver un compromis pour que l'enfant ne soit pas déféré devant le procureur en charge des affaires pour mineurs. Maintenant, si cela n'aboutit pas, l'enfant est déféré. Et dès que l'enfant est déféré, on entre dans la deuxième phase de l'intervention de l'éducateur. Et à partir de ce moment, l'éducateur effectue des visites carcérales pour voir les conditions dans lesquelles l'enfant évolue. Et là, il faut préciser que en prison, en milieu carcéral, il y a toujours un carré réservé pour les mineurs. À Dakar, nous avons le Forbé qui accueille les mineurs en conflit avec la loi. Et l'éducateur, après avoir effectué la visite carcérale, prend toutes les informations nécessaires sur la personnalité de l'enfant et son cadre familial. Et ce sont ces arguments-là qu'il va utiliser dans la deuxième phase de son intervention, qui est l'assistance judiciaire. Donc, ça, c'est à l'audience pour enfants. Et je précise également que c'est une audience qui se passe à huis clos. Il y a le mineur, ses parents ou son civilement responsable, les éducateurs, le juge pour enfants, le greffier et le procureur pour enfants.
Et là, le travail de l'éducateur consiste à proposer aux juges une mesure alternative à la prison. C'est pourquoi l'argumentaire va porter sur la personnalité de l'enfant. Qu'est-ce qui, dans la personnalité de l'enfant, l'a poussé à commettre l'acte puni et interdit par la loi? Ou bien, qu'est-ce qui, dans son cadre familial, l'a poussé à commettre cet acte qui est à l'origine de son arrestation et de sa comparution devant le tribunal pour enfants? Donc, pour résumer, l'intervention de l'éducateur spécialisé pour cette catégorie d'enfants se situe dans une première phase lors de l'interpellation, la garde à vue, qui est la médiation pénale. Et la deuxième phase maintenant, c'est lorsque l'enfant est déféré et qu'il doit comparaître devant le tribunal pour enfants. Et c'est là la phase de l'assistance judiciaire effectuée par les éducateurs spécialisés au Sénégal. Alors, on connaît les centres d'accueil, les AMO à Dakar, on connaît le fameux Fort B, la prison des enfants, également à Dakar. Mais est-ce qu'on a les mêmes dispositifs dans les régions? Est-ce qu'il y a une égalité de traitement entre les enfants en conflit avec la loi dans les centres urbains, pour aller au-delà de Dakar, et dans les autres zones du pays? Justement, vous l'avez dit à l'entame de votre propos, il y a aujourd'hui un manque criard d'infrastructures qui doivent accueillir ces enfants-là, parce qu'en réalité, la prison est l'exception pour l'enfant. Donc, il devait y avoir sur le territoire national suffisamment de centres pour accueillir ces enfants-là. Quand, par exemple, au niveau de l'audience pour enfants, l'éducateur intervient, il propose une alternative à la prison, comme je l'ai dit tantôt. Et cette alternative, c'est lorsque la famille n'est pas capable de prendre en charge l'enfant qu'on propose le centre. Et aujourd'hui, au Sénégal, il n'y a que le centre d'adaptation sociale de Nianing qui accueille cette catégorie d'enfants-là. Les autres types de centres que nous avons, ce sont les centres polyvalents qui, parfois, sont forcés même d'accueillir cette catégorie d'enfants, alors qu'ils n'étaient pas destinés à cette catégorie d'enfants à l'origine. Il y a aussi parfois les enfants dont le dossier est en instruction qui sont accueillis dans les centres de premier accueil. Il y en a à Liberté 6, il y en a à Saint-Louis, il y en a à Ziguinchor. Donc, il n'y a que ces trois régions-là aujourd'hui qui disposent de centres. Donc aujourd'hui, si vous voyez la cartographie de ces centres au niveau national, comme vous l'avez dit, il y a une disparité dans la distribution des offres éducatives en matière de prise en charge de ces enfants-là. Parce qu'en dehors de Dakar, qui polarise le centre de premier accueil de Dakar, Liberté 6, le centre polyvalent de Thiaroye, et il n'y a pas d'autres centres dans les régions. Par exemple, une région comme Tambacounda n'a pas de centre, Kolda n'a pas de centre, Louga n'a pas de centre. Donc, pour ne citer que cela, aujourd'hui, il serait donc important que des efforts soient menés dans le sens de multiplier ces infrastructures. Parce qu'en réalité, l'enfant, quel que soit l'acte posé, parfois il y a un mobile qui fait que la condamnation intervient dans des cas exceptionnels. Donc ces enfants-là devaient être accueillis dans des structures qui leur donnent une chance d'être rééduqués et d'être réinsérés dans la société. Je rappelle qu'on parle des enfants qui sont âgés de 18 ans, de moins de 18 ans, pardon, donc qui n'ont pas encore 18 ans révolus, qui sont donc en conflit avec la loi ou qui ont maille à partir avec la justice. Merci Baba Lissa Ndiaye. On reviendra peut-être tout à l'heure pour parler de votre métier, de votre profession, éducateur spécialisé. Mais avant cela, je voudrais introduire M. Massamba Mbaye, coordonnateur des programmes à l'ONG Eden, éducation et développement des enfants. Là, on parle des enfants en conflit avec la loi, mais avant que d'avoir des problèmes avec la justice, avec la société, les enfants passent parfois par des zones de vulnérabilité, que ce soit la mendicité, l'extrême pauvreté, le manque d'éducation, etc. Quel est le sort réservé à l'enfance dans nos pays en général, au Sénégal en particulier? Quelles sont les améliorations à apporter? Oui, merci, M. Nia. Vous l'avez si bien campé. En fait, cette vulnérabilité renvoie toujours à des degrés d'exposition de l'enfant, à des situations de danger, de risque. Et
qui compromet fortement parfois leur bien-être et leur capacité à se protéger. Alors, il faut le reconnaître au Sénégal. La situation des enfants encore reste à améliorer. Il y a beaucoup d'enfants qui sont dans ces situations-là d'exposition à des risques de danger, qui ne sont pas soit inscrits à l'école, qui sont exposés à la mendicité, malgré tous les efforts qui ont été faits au niveau des politiques, mais aussi au niveau des organisations de la société civile en termes d'offres de services. Donc, dans le domaine de l'éducation, en installant soit des structures de prise en charge, en investissant du moins dans la formation, dans la sensibilisation. Mais il faut reconnaître que parfois ces vulnérabilités sont dictées par plusieurs facteurs. Donc déjà, il y a au niveau structurel, parfois lié surtout à la situation socio-économique des familles, mais ensuite parfois au niveau institutionnel, lié parfois à des défaillances, à des insuffisances au plan des structures. Babalissa l'a évoqué tout à l'heure. Si on compare le nombre d'enfants qui sont exposés à des situations de vulnérabilité par rapport aux structures de prise en charge disponibles, aussi bien les structures publiques que privées, on constate qu'il y a encore énormément d'efforts à faire donc pour répondre à leurs besoins et offrir des services de prise en charge adéquats. Selon le rapport, justement, il y a seulement 17 000 enfants qui sont dans les centres d'accueil et dans les autres structures de prise en charge. Peut-être seulement pour le public, peut-être que les structures privées ne sont pas prises en compte, mais c'est quand même une goutte d'eau dans la mer. Effectivement. Comparé au nombre d'enfants exposés à ces situations, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a énormément encore des efforts à faire en termes d'offres de services et de structures de prise en charge. Alors, il y a le secteur public, disons, il y a le gouvernement et ses démembrements, et vous l'avez évoqué, il y a la société civile également. On a vu beaucoup d'initiatives, des coalitions, ce genre d'organisations. Est-ce qu'il y a justement une offre suffisante de ce côté-là? Je pose la question parce que le contexte quand même est assez défavorable avec la raréfaction des financements. Vous l'avez vu, les Américains qui ont suspendu les financements publics des États-Unis. Quel est l'impact et comment faire face? Naturellement, les défis sont énormes, donc, et comme on le dit souvent dans le secteur, avec l'émergence de thématiques émergentes liées soit à la délinquance, et parfois même à des tentations d'immigration irrégulière. On voit qu'effectivement, le défi est énorme par rapport à la situation socio-économique, donc liée à la raréfaction des ressources, mais ensuite, comme je dis, par rapport même aux besoins de renforcement des capacités de ces personnes-là chargées de prendre en charge ces enfants par rapport à des thématiques émergentes et des thématiques nouvelles qui nécessitent de nouvelles approches, de nouvelles stratégies pour répondre favorablement aux besoins de ces enfants exposés à des situations de danger ou bien de risque. N'est-ce pas? Je reviens à vous, Babalissa Ndiaye, justement pour faire la jonction. Il n'y a pas que les enfants en conflit avec la loi, il y a l'enfance en général, et nous venons de l'évoquer en partie avec Massamba Mbaye. Ce qui m'amène à parler des éducateurs spécialisés, le rôle qu'ils jouent au-delà de l'assistance qu'ils apportent aux enfants en conflit avec la loi. Est-ce que vous intervenez plus largement sur d'autres problématiques liées à la vulnérabilité de l'enfance? Si oui, comment? Et en quoi consiste votre travail? Comment vous êtes formé? D'où venez-vous? Oui, Souleymane, l'éducateur spécialisé, c'est un agent de l'État qui a suivi après le bac une formation de 3 ans. Aujourd'hui, ils sont formés au niveau du centre de formation judiciaire et une fois qu'ils sortent, ils sont utilisés par le ministère de la Justice à travers la Direction générale de la protection judiciaire et sociale. Le travail de ces éducateurs consiste à prendre en charge 4 catégories d'enfants. Il y a ce qu'on appelle tout à l'heure, ceux dont on parlait, les enfants en conflit avec la loi. Mais parallèlement à ces enfants, il y a 3 autres catégories. Il y a ce qu'on appelle les enfants victimes. Victimes de toute forme de maltraitance, d'abus sexuels, etc., etc. Il y a aussi ce qu'on appelle les enfants témoins. Un enfant qui a été témoin d'un crime, d'un fait pour lequel il doit comparaître devant le tribunal pour enfants. Là aussi, il est accompagné par l'éducateur spécialisé. Et enfin, il y a ce qu'on appelle l'enfant en danger, qui est défini
dans le code de procédure pénale sénégalais comme étant un enfant dont la santé, la sécurité, la moralité, l'éducation sont menacées ou insuffisamment sauvegardées. Donc vous voyez que cette dernière catégorie d'enfants regroupe un large éventail d'enfants qu'on peut retrouver à l'intérieur. C'est pourquoi si vous revenez un tout petit peu sur le rapport publié par la Direction générale de la protection judiciaire et sociale, ces enfants occupent presque 70% de la prise en charge. Ces enfants sont pris en charge à travers les services AMO, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais également à travers les centres. Parce que tous les enfants ne sont pas dans les centres. En réalité, il y a des enfants qui sont dans leur famille et qui sont suivis par les services AMO dans leur zone, compétents dans leur zone. Il y a aujourd'hui sur tout le territoire national des services AMO au niveau régional et au niveau départemental. Parce que l'objectif, c'est de voir comment rendre accessible la justice pour mineurs. Et dans le cadre de cette politique du ministère de la Justice, il a été installé aujourd'hui dans tous les départements du Sénégal un service AMO qui prend en charge ces catégories d'enfants que je viens de citer. Maintenant, la prise en charge se passe de cette façon. Très souvent, nous travaillons avec les communautés, avec les Badjanougo, les relais communautaires, les délégués de quartier. Et à chaque fois qu'il y a un cas où un enfant est en situation de détresse, il contacte l'AMO et l'AMO intervient aussitôt. Ça, c'est ce qu'on appelle le signalement. Il y a cette première façon de prendre en charge ces enfants-là. Mais en dehors de ce signalement, le parent peut sentir le besoin d'être accompagné dans l'éducation de son enfant. Ou bien le parent peut se dire, moi je ne suis plus en mesure de prendre en charge l'éducation de mon enfant. Et à partir de ce moment, le parent se rapproche du service AMO, produit un dossier d'assistance éducative qui est transmis au tribunal pour enfants. Et le tribunal pour enfants, dès qu'il reçoit la demande d'assistance éducative, l'étudie et retourne ça au service AMO pour demander à l'éducateur de faire une enquête sociale de protection. Monsieur Babali Sendiaï, j'espère vraiment qu'on aura l'opportunité de vous donner plus d'espace pour vraiment entrer plus en profondeur dans le travail que vous faites qui me semble absolument essentiel pour la prise en charge de l'enfance en général et de l'enfance vulnérable en particulier. Massamba Mbaye, j'espère également que vous aurez l'opportunité de nous parler des collaborations entre la société civile et l'État sur ces problématiques et certainement des initiatives qu'il faudrait lancer pour qu'il y ait un consensus national sur la question de l'enfance. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est épuisé et vous aurez certainement l'occasion de le faire dans la version Wolof de ce débat. Merci encore une fois d'avoir pris part à ce point de vue. À 12h51, c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer et à vous la présenter. El Hadj Ndogou Diène à la rédaction en chef, chef d'édition Nafissatou Silla, à la mise en onde Abdoulaye Diop, à la production Alioune Ba. À 13h, vous avez rendez-vous avec El Hadj Ndogou